Il y a des secrets qui ne se crient pas. On les respire. Ils collent au mur comme l'humidité. Ils vivent dans la poussière qui s'élève sur les chemins oubliés de la Sierra. Aujourd'hui, nous allons dans un endroit comme celui-là. Un endroit où le soleil punit la terre et où le silence punit les âmes. Un endroit à Chihuahua. Où une famille gardait un secret, une horreur si profonde que les mots eux-mêmes ne suffisent pas à la décrire. Un réseau tissé avec les fils les plus sacrés, ceux du sang, ceux de l'amour fraternel, tordus, brisés, pervertis, et tout cela à cause d'une sœur. Je m'appelle Padre del Valle, et vous êtes sur Realidad Mexico. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est difficile. C'est une plaie ouverte au cœur de notre pays. Une histoire que le système a tenté de classer dans un dossier en carton, de sceller avec le ruban de l'oubli. Mais la vérité, comme le sang, trouve toujours une fissure par laquelle s'échapper. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Mais ne le faites pas par morbidité. Faites-le par conscience. Faites-le pour que ces histoires ne deviennent pas seulement un numéro de dossier, pour ne pas être complice du silence. Commençons. Le mal a un visage. Parfois, c'est le visage du monstre que nous imaginons dans l'obscurité. D'autres fois, c'est le visage d'un voisin, d'un père, d'une mère. Et parfois, le plus terrible, c'est le visage d'un enfant. Un enfant à qui on a volé son innocence et donné un fouet. Notre histoire commence avec une enseignante, Sofia. Elle est arrivée à San Ignacio del Polvo en août. Fuyant un divorce, le bruit de la ville. Elle cherchait la paix. Elle a trouvé l'enfer. Le village était une poignée de maisons desséchées par le soleil. L'école, un bâtiment d'un étage aux murs écaillés. Les enfants arrivaient avec leurs chaussures couvertes de poussière rougeâtre. Et avec des yeux vieux. Des yeux qui avaient trop vu. Ou qui refusaient de voir. Parmi eux se trouvait Matteo, 8 ans. Il ne parlait pas. Jamais. Pas un mot en classe. Pas un murmure pendant la récréation. Il s'asseyait simplement au dernier rang. Et dessinait. Sofia a essayé de se rapprocher de lui. Elle lui parlait d'une voix douce. Elle lui offrait des bonbons. Elle lui posait des questions sur ses dessins. Matteo se contentait de la regarder. D'un regard vide, insondable. Comme un puits sans fond. Et il continuait à dessiner. Les autres enfants l'ignoraient. Il faisait partie du paysage. Le garçon muet. Le bizarre. Mais Sofia ne pouvait pas l'ignorer. Quelque chose dans son silence était un cri étouffé que personne d'autre ne semblait entendre. Un jour, elle s'est approchée de son bureau pendant qu'il dessinait. Ce n'étaient pas les dessins d'un enfant normal. Il n'y avait pas de soleil souriant, ni de petites maisons avec de la fumée sortant de la cheminée. Matteo dessinait des pièces. Des chambres vides, avec un seul lit au centre. Il dessinait des silhouettes sans visage, grandes et minces. Et une silhouette plus petite, toujours dans un coin, recroquevillée. Sur l'un des dessins, la chambre avait beaucoup de portes. Trop. Toutes fermées à clé. Sofia eut un frisson. C'est intéressant, Matteo. Pourquoi autant de portes? Il ne répondit pas. Il prit simplement le crayon noir et barra furieusement la petite silhouette dans le coin, jusqu'à ce que le papier se déchire. Cette nuit-là, Sofia ne parvint pas à dormir. L'image du dessin ne la quittait pas. Les portes fermées, la silhouette barrée, le silence violent de cet enfant. Elle décida qu'elle devait faire quelque chose. Elle devait comprendre. Le lendemain, après les cours, elle proposa à Matteo de le raccompagner chez lui. Une excuse pour voir où il vivait, pour rencontrer sa famille.
Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de franchir un seuil. Le seuil d'un cauchemar. La maison se trouvait au bout d'une rue non pavée. Elle était identique aux autres. Des murs en adobe, un toit en tôle. Mais il y avait quelque chose de différent. Les fenêtres. Elles n'avaient pas de rideaux. Elles étaient peintes en noir. De l'extérieur, la maison semblait aveugle. Sofia déglutit. Elle prit la main de Matteo. Elle était froide. Elle frappa à la porte. Le son résonna dans le silence de l'après-midi. La porte s'ouvrit légèrement. Une femme passa la tête. Elle était mince, les cheveux relevés en un chignon serré. Elle avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, bonjour. Je suis Sofia, la maîtresse de Matteo. » Le sourire de la femme se crispa. « Ah, la maîtresse, entrez. » L'intérieur de la maison sentait le chlore. Et autre chose. Quelque chose de sucré et de rance, comme des fleurs fanées. Tout était impeccablement propre. Trop propre. Le sol en ciment poli brillait. Il n'y avait pas de photos sur les murs. Pas un seul objet décoratif. Seulement une croix en bois au-dessus de la porte. Assis sur une chaise, dans la pénombre, un homme regardait la télévision sans le son. Il ne bougeait pas. Il ne saluait pas. C'était une ombre. « Je m'appelle Luisa, » dit la femme. « Voici Ricardo, mon mari. » L'homme fit un léger signe de tête, sans quitter l'écran des yeux. Matteo lâcha la main de Sofia et courut se réfugier dans un coin. Il s'assit par terre, face au mur. Il ne bougea plus. Soudain, une silhouette apparut dans l'encadrement d'une porte. Une adolescente, peut-être 16 ans. Elle était grande et très mince. Elle avait les mêmes yeux vides que Matteo. Mais dans les siens, il y avait quelque chose de plus. Une dureté, une autorité glaciale. « Voici Elena, notre fille aînée, » dit Luisa. Elena ne sourit pas. Elle se contenta de regarder Sofia, un regard qui la mit à nu. Elle la jugea. Elle la condamna. Ce n'étaient pas les yeux d'une adolescente. C'étaient ceux d'un geôlier, ceux d'un gardien de tombeau. Sofia tenta de briser la tension. Matteo est un enfant très spécial. Très intelligent. Luisa esquissa un autre sourire. Il est très calme. Oui, mais ses dessins sont incroyables. Ils sont très imaginatifs. En prononçant le mot « dessin », Elena fit un pas en avant. Son regard se fixa sur Sofia. « Quel dessin ?» dit-elle d'une voix grave et chuchotée. Sofia sentit l'air devenir lourd. Seulement ceux qu'il fait en classe. Des choses d'enfant. Elle mentit. Et elle sut qu'il savait ce qu'elle mentait. À ce moment-là, Luisa, qui servait un verre d'eau, le fit tomber. Le verre se brisa en 1000 morceaux sur le sol brillant. Le bruit ressemblait à un coup de feu. Personne ne bougea. Luisa regarda Ricardo. Ricardo regarda Elena. Elena regarda Matteo, qui restait face au mur. Un circuit de regards silencieux, un langage secret et terrible. Sofia eut l'impression de s'étouffer. « Je crois que je dois y aller. » Personne ne lui répondit. Elle quitta la maison en courant presque. L'air du désert ne lui avait jamais semblé aussi frais, aussi pur. Elle s'appuya contre la carrosserie de sa voiture et vomit. La peur a un goût métallique, comme celui d'une vieille pièce de monnaie. Il vous colle au fond de la gorge. Sofia sentit ce goût. Elle sentit le froid des murs de cette maison sur sa propre peau. La propreté obsessionnelle, l'odeur du chlore qui essayait de cacher quelque chose. Le père immobile, la mère avec son sourire figé, et Elena, les yeux d'Elena. Ils étaient la clé de tout. Sofia le sut à cet instant. L'horreur n'était pas un monstre caché. L'horreur était là, servant des verres d'eau et regardant la télévision.
l'horreur avait un nom, et elle vivait dans cette maison aveugle. Pendant des jours, Sofia a vécu avec ce sentiment. À l'école, elle observait Matteo avec un mélange de pitié et de terreur. Il semblait ressentir son angoisse. Un jour, à la fin du cours, il s'approcha de son bureau. En silence, il lui tendit un papier plié. Puis, il s'enfuit en courant. Sofia ouvrit le papier avec des mains tremblantes. C'était un autre dessin. Cette fois, ce n'était pas une chambre. C'était un lit. Dans le lit, il y avait 2 silhouettes allongées. Une grande, une petite. Et à côté du lit, debout, il y avait une autre silhouette. Qui observait? Sofia reconnut les traits. La silhouette qui observait était plus grande que la petite silhouette. Elle avait les cheveux longs, et sur ses yeux, Matteo avait dessiné 2 grosses larmes noires. Sous le dessin, il y avait un seul mot, écrit d'une écriture maladroite, enfantine. Elena. Le papier lui brûlait les mains, mais c'était un froid qui parcourait son corps. Un froid de mort. La vérité était un monstre. Et elle venait de lui montrer son visage. Ce n'était pas seulement de la maltraitance, c'était quelque chose de plus tordu, un système, une hiérarchie de la douleur. Et Elena était la superviseuse, l'exécutrice, la grande sœur. Sofia quitta l'école comme un automate. Elle roula sans but sur les chemins de terre. Le dessin était sur le siège passager. Il la regardait, l'accusait, lui demandait de l'aide. Elle s'arrêta au milieu de nulle part. Le soleil se couchait sur la montagne, teintant le ciel de couleurs violentes. Orange, rouge, violet. Comme un bleu sur le corps du jour. Et alors, les souvenirs fragmentés de ses conversations avec Matteo prirent tout leur sens. De petites phrases qu'il avait murmurées dans des moments d'apparente tranquillité. Des phrases qu'elle n'avait pas comprises. Jusqu'à présent. Elena dit que c'est un jeu. C'est un secret. Papa regarde. Maman ferme la porte. Parfois, ça fait mal. Elena dit que si je pleure, papa se fâche. Elle dit que ma petite sœur va aussi devoir le faire. Chaque phrase était un clou. Un clou de plus dans le cercueil de l'enfance de cet enfant. Sofia posa sa tête sur le volant et pleura. Elle pleura pour Matteo. Elle pleura pour sa petite sœur, une fillette de 4 ans qu'elle ne connaissait même pas. Et elle pleura pour Elena, la petite fille bourreau, la petite fille victime, la petite fille transformée en monstre par les monstres qui lui ont donné la vie. Comment une telle chose commence-t-elle? À quel moment l'âme d'une famille se corrompt-elle? Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un lent goutte à goutte. Une goutte de poison chaque jour. Dans le verre de lait. Dans le mot « bonne nuit ». Sofia découvrira plus tard l'histoire de cette famille. Par fragments. Dans des dossiers poussiéreux. Dans les chuchotements des voisins qui ont toujours su, mais n'ont jamais parlé. Luisa, la mère, avait grandi dans une maison similaire. Un père qui la touchait dans l'obscurité. Une mère qui détournait le regard. Pour elle, l'horreur était normale. Le silence était une question de survie. Quand elle rencontra Ricardo, elle vit dans son silence une forme de paix. Elle se trompait. C'était le silence d'un prédateur qui attend. Ricardo était un homme rongé par une rancœur sourde. Un échec après l'autre. Le monde extérieur l'avait humilié. Il a donc fait de sa maison son royaume, un royaume de terreur où il était le seul Dieu. Un Dieu cruel et capricieux. Elena a été la première victime. La première à apprendre les règles du jeu. Elle avait 7 ans. Son père lui expliquait qu'il s'agissait d'un lien particulier, présenté comme de l'affection spéciale. Un secret entre eux.
Sa mère prenait ensuite soin d'elle avec une énergie parfois un peu brusque, en ajoutant « Ne raconte rien, c'est pour le bien de la famille ». Peu à peu, l'influence de ses paroles s'est installée. Dans un endroit froid et sûr, où rien ne pouvait l'atteindre. Quand Matteo est né, Ricardo a vu une opportunité. Déléguer, étendre son pouvoir. Il a commencé à préparer Elena. Elle n'était plus seulement la victime. Elle avait désormais une mission, un devoir. On lui a dit qu'elle devait enseigner à Matteo. Le préparer? Tu sais comment faire, lui murmurait son père. Tu sais ce que papa aime. Et Elena a obéi. La victime est devenue complice. Parce que l'obéissance était la seule forme d'amour qu'elle connaissait. Parce qu'infliger la douleur qu'elle-même subissait lui procurait un étrange et tordu sentiment de contrôle. Si c'était elle qui ouvrait la porte de la chambre de son frère, si c'était elle qui lui disait de ne pas pleurer, alors, pendant un instant, elle n'était plus la petite fille dans son lit. Elle était quelqu'un qui avait du pouvoir. Le pouvoir d'un geôlier. Le pouvoir d'un dieu mineur dans l'enfer de son père. C'était ça, le réseau. Un cycle d'abus qui s'auto-alimentait, où la victime d'hier est le bourreau d'aujourd'hui, et la victime d'aujourd'hui est le futur bourreau de demain. La petite sœur, la prochaine sur la liste. Le système était conçu pour être parfait, hermétique, jusqu'à ce qu'un enfant dessine une porte de trop, et qu'une enseignante ose regarder. Avec le dessin de Matteo à la main, Sofia avait l'impression d'avoir une bombe. Le plus difficile restait à faire. Faire en sorte que quelqu'un l'écoute. Elle faisait confiance au système. Elle croyait en la justice, en les institutions. Quelle naïve. Sa première étape fut le commissariat de police du village. Une petite pièce qui sentait le café rance et la sueur. Un seul policier, en uniforme déboutonné, regardait un match de football sur son téléphone portable. Sofia lui expliqua tout. Sa voix tremblait. Elle lui montra le dessin. Le policier le regarda rapidement. Il le reposa sur le comptoir. « Écoutez, madame, » dit-il, sans quitter son téléphone des yeux. « Joli dessin. Ce n'est pas un dessin, c'est une confession. Cet enfant est en danger. Ses frères aussi. » L'officier soupira. Un soupir d'agacement. « Voyons voir. Y a-t-il des coups visibles? Des ecchymoses? Des cicatrices? Non, pas que je sache, mais... Non, pas que je sache, mais... L'enfant vous a-t-il clairement exprimé, avec des mots, quelque chose de précis à propos de son père? Il ne s'exprime pas par la parole. Mais le dessin... Nous ne pouvons pas nous en mêler. À moins qu'il n'arrive avec un œil au beurre noir, il n'y a pas de crime à poursuivre. Sofia resta figée. Une affaire familiale? Cette phrase. La phrase qui scelle les tombes. Elle quitta le commissariat. L'air sentait la défaite. Elle sentit le poids du dessin dans son sac. Il était plus lourd maintenant. Elle était seule dans cette affaire. Elle avait froid au creux de l'estomac. Le sentiment que les murs se refermaient sur elle. Sofia sentit la première fissure dans sa foi. Le système n'était pas conçu pour rechercher. Il était conçu pour réagir. Et si le crime est silencieux, le système est sourd. Mais elle n'abandonna pas. Pas encore. Le lendemain, elle roula 2 heures jusqu'à la capitale du département. Elle se rendit au bureau du DIF, le système pour le développement intégral de la famille. Le nom lui-même lui semblait être une plaisanterie cruelle. L'endroit était un labyrinthe de couloirs jaunis et de portes, avec des panneaux usés. Elle dut attendre 1 heure et demie. Finalement, une assistante sociale l'a reçue.
Une femme d'une cinquantaine d'années, au regard fatigué, avec un bureau couvert de dossiers. Des montagnes de dossiers. Chacun d'entre eux représentant une tragédie familiale en attente d'être traitée. Sophia a raconté à nouveau son histoire, avec plus d'urgence, avec plus de désespoir. Elle a montré le dessin. La femme l'a observé avec plus d'attention que le policier. Elle a acquiescé lentement. « Je comprends votre inquiétude, madame. C'est une situation délicate. » Pendant un instant, Sophia ressentit une lueur d'espoir. Nous devons faire quelque chose. Les sortir de là. La femme soupira. Le même soupir de défaite que Sophia commençait à reconnaître. Ces procédures sont très complexes. Nous ne pouvons pas simplement arriver et emmener les enfants. L'autorité parentale est un droit très protégé. Tout d'abord, nous avons besoin d'un rapport psychologique officiel sur l'enfant. Ensuite, d'une évaluation de l'environnement familial. D'entretien avec les parents. « Mais les parents sont des monstres !» s'exclama Sophia. « Légalement, ce sont les tuteurs. Nous devons suivre le protocole. Veuillez remplir ces formulaires. Le F-17, qui est la demande d'intervention. Et l'annexe C, pour la description de la vulnérabilité présumée. Soyez très détaillés. » Il lui tendit une liasse de papiers. Des papiers avec des centaines de cases à cocher. Des questions absurdes. L'enfant a-t-il accès à une alimentation équilibrée? Le domicile dispose-t-il des services de base? Sophia regarda les formulaires. Elle regarda la femme. Elle regarda les montagnes de dossiers. Elle comprit. Le système ne cherchait pas à mettre fin à l'horreur. Il cherchait à la classer, à transformer le cri d'un enfant en dossier, à lui attribuer un numéro, à l'archiver. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit les papiers. Et pendant que je remplis tout ça? Pendant qu'ils attendent leur tour pour voir le psychologue? Que leur arrive-t-il? La femme la regarda avec une pointe de compassion sincère. Nous ferons tout notre possible pour accélérer les choses. Mais il y a beaucoup de cas, madame. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. La phrase résonna dans la tête de Sophia alors qu'elle quittait ce bâtiment gris. Son fils n'était qu'un de plus dans la pile. Un dossier de plus. Le système n'est pas une personne. C'est une machine. Il n'a pas de cœur. Il a des rouages, des règles, des protocoles, des formulaires. Et si un élément de la réalité ne correspond pas à ces cases, la machine ne le traite tout simplement pas. Elle le rejette. Sophia sentit le grincement de ses rouages dans son âme. L'impuissance était une maladie physique. Elle lui coupait le souffle. Elle lui glaçait le sang. Mais l'image de Matteo, l'image de sa petite sœur, qu'elle ne connaissait pas, l'a poussée à faire un pas de plus, le dernier. Avec les formulaires du DIF remplis et une copie du dessin, elle s'est rendue au bureau du procureur général de l'État. Le bâtiment était grand, intimidant. Du marbre froid et des gardes de sécurité. Ici, pensa-t-elle. Ici, on m'écoutera. C'est la justice. Elle attendit 3 heures sur une chaise en plastique. Elle vit passer des avocats pressés, des secrétaires aux talons bruyants. Elle vit d'autres personnes qui attendaient. Avec le même regard désespéré qu'elle avait. Finalement, on l'appela. Maître Morales, 3e étage. Maître Morales était un jeune homme, vêtu d'un costume un peu trop grand pour lui, qui semblait souffrir d'un ennui chronique. Son bureau était petit, sans fenêtre. L'air y était vicié. Sophia raconta son histoire pour la 3e fois. Cette fois, sa voix était ferme, froide. Elle s'était entraînée. Elle avait organisé les faits.
Elle posa le dessin et les formulaires du DIF sur le bureau. L'avocat les regarda sans les toucher. Il écouta sans l'interrompre. Lorsque Sophia eut terminé, il se cala dans son fauteuil. Il joignit le bout de ses doigts. « Je comprends, madame. J'apprécie votre zèle civique. C'est louable. » Le mot « louable » sonna comme une insulte. Mais, poursuivit-il, soyons réalistes. Ce que vous décrivez est très difficile à prouver juridiquement. Nous avons la présomption d'innocence. Nous avons les droits des parents. Le témoignage d'un mineur, en particulier d'un mineur ayant des difficultés à communiquer, est facilement rejeté lors d'un procès. Et le dessin? Et le témoignage de la sœur, Elena, qui est l'exécutrice? Le dessin est une interprétation. Et la sœur est mineure. Si ce qu'elle dit est vrai, elle est elle-même une victime. Son témoignage serait compromis. La défense invoquerait la manipulation, les fantasmes enfantins. Ce serait un cirque. Et au final, il est fort probable qu'un juge rejette l'affaire faute de preuves concluantes. Tout en parlant, Maître Morales bâilla. Un petit bâillement, presque imperceptible. Il se couvrit la bouche de la main. Mais Sophia le vit. Ce petit geste, l'indifférence absolue, l'ennui face à l'horreur. Ce bâillement la brisa. Plus que les refus, plus que les formulaires. Le bâillement d'un fonctionnaire qui avait entendu tant d'histoires comme la sienne qu'elle ne lui faisait plus aucun effet. Ce n'était que du bruit, du travail. Alors, que dois-je faire ? Murmura Sophia. Dois-je attendre qu'ils trouvent le corps d'un des enfants pour qu'ils aient une preuve irréfutable ? Maître Morales se redressa. Son ton devint glacial. « Madame, dit-il, et le mot résonna comme un coup de porte. Pour l'instant, ce n'est pas une affaire pénale. C'est une question d'aide sociale. Cela relève du DIF. Vous y êtes déjà allé. Remplissez leur formulaire. Attendez la fin de la procédure. Si le DIF détermine qu'il y a des éléments, il nous transmettra le dossier. Et alors, nous ouvrirons un dossier d'enquête. C'est la procédure. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la classer, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Sophia se leva. Elle ne dit rien d'autre. Elle quitta le bureau. Elle marcha dans les couloirs en marbre. Elle sortit dans la lumière aveuglante du soleil de Chihuahua. Le bruit de la ville lui semblait insupportable. Le monde continuait de tourner. Les gens achetaient des choses. Ils riaient. Ils se plaignaient du trafic. Et dans une maison aux fenêtres peintes en noir, un jeu terrible se poursuivait. Et personne ne s'en souciait. Il ressentit le poids non seulement du secret de Matteo. Il ressentit le poids de tout un système conçu pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour bâiller devant l'enfer. La justice ne se rend pas toujours dans un tribunal. Parfois, elle se rend dans les pages d'un journal. Parfois, elle se rend dans la voix de quelqu'un qui refuse de se taire. Sophia, brisée par la bureaucratie, a passé un dernier coup de fil. À un journaliste d'un média local, un contact d'un cousin. Elle lui a tout raconté. Elle lui a envoyé une photo du dessin. 2 jours plus tard, l'histoire a explosé. L'horreur de San Ignacio. Une enseignante dénonce un réseau d'abus familiaux. Le scandale a forcé la machine à bouger. Le DIF, le parquet, ceux-là même qui lui avaient fermé la porte, se bousculaient désormais pour agir. Pour apparaître sur la photo. Ils sont arrivés à la maison avec des caméras et des patrouilles. Ils ont emmené les enfants. Matteo, Elena et la plus petite, Anna, âgée de 4 ans. Les parents ont été arrêtés. Une fin heureuse ? Pas dans la réalité mexicaine. Ici, il n'y a pas de fin heureuse. Il y a des conséquences. Grâce à un bon avocat et à l'absence de preuves concluantes,
Les parents n'ont pas été condamnés pour abus sexuels. L'accusation était violence familiale et négligence. Ricardo a été condamné à 5 ans de prison. Il est sorti au bout de 3 ans pour bonne conduite. Louisa, 2 ans. Elle est sortie au bout d'1 an. Les enfants ont été séparés. Ils ont été envoyés dans différents foyers d'accueil de l'État, plongés dans un autre type d'enfer, celui de l'abandon institutionnel. Sofia a perdu son emploi. Le directeur de l'école l'a licenciée pour avoir créé un scandale et ne pas avoir suivi les procédures appropriées. Elle a quitté San Ignacio del Polvo. Elle n'a plus jamais revu Matteo. Le mal n'est pas toujours puni. Souvent, elle change simplement d'adresse. Le système n'a pas échoué. Il a fait exactement ce pour quoi il a été conçu. Se protéger lui-même. Gérer la crise, pas la résoudre. La seule victoire, si l'on peut appeler cela ainsi, est qu'Anna, la plus jeune, n'est jamais entrée dans le jeu. Elle a été sauvée du cycle. Mais Matteo et Elena, leurs âmes ont été brisées à jamais, archivées quelque part. Sofia ne garde qu'une seule chose de tout cela. Le dessin original de Matteo, celui du lit et des 3 silhouettes. Non pas comme un trophée, mais comme une relique, un rappel, que parfois, la seule justice possible est le simple fait de voir, de refuser de détourner le regard, d'entendre le cri, même lorsqu'il est silencieux. La plus grande méchanceté n'est pas celle commise par les monstres, c'est l'indifférence des hommes bons, celle de ceux qui bâillent. Celle de ceux qui disent « c'est une affaire de famille », celle de ceux qui vous demandent de remplir un formulaire pendant qu'une âme se vide de son sang. Ne soyons pas comme eux. Jamais. Je suis Padre del Valle. Et rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico. Celle de ceux qui disent « c'est une affaire de famille ». Celle de ceux qui vous demandent de remplir un formulaire pendant qu'une âme se vide de son sang. Ne soyons pas comme eux. Jamais. Je suis Padre del Valle. Et rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico.